Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Kla. M. Kla qui, l'année dernière, nous a fait l'honneur de nous parler de l'Afrique. Et aujourd'hui, il nous revient pour parler encore de deux merveilleux voyages qui vous attendent si vous souhaitez connaître ou redécouvrir l'Afrique. Bonjour M. Kla, merci beaucoup. Merci Emmanuel de nous recevoir. C'est toujours un grand plaisir de venir à Zouk TV. Très bien. Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir parce que on va pas refaire l'histoire, parler d'esclavage, mais bon, nous venons de ce continent. Et les gens qui vont là-bas me disent, Mano, quand tu arrives là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu foules le sol là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, l'année dernière, vous avez commencé avec la Côte d'Ivoire, dont vous êtes originaire. Et cette année, rebelote pour la Côte d'Ivoire, mais vous allez plutôt axer ce tour sur le Cameroun. Oui. Donc l'idée générale, c'est vraiment d'accompagner à la découverte du continent par les Africains caribéens et spécialement l'Afrique l'Afrique que nous connaissons, l'Afrique sous expression française. On a commencé par une première destination, la Côte d'Ivoire. On a fait aussi une destination, le Bénin. Et cette année, on est très heureux de faire le Cameroun pour la toute première fois parce que c'est un projet qu'on avait depuis quelques années et qui a subi les circonstances que nous connaissons de ces deux, trois dernières années et qui est revenu d'actualité. Et on a pu monter le projet en compagnie d'un jeune frère très talentueux qu'on appelle Dibombari Mbok. D'accord. Alors, quelle est votre profession, M. Kla ? Alors, ici, j'interviens en tant que président de l'association Lakou Sankofa. D'accord. Donc, Lakou, c'est le lieu, un lieu notionnel ou physique. Et Sankofa, c'est pour revenir vers soi-même, vers son origine, etc., pour mieux comprendre comment aller de l'avant. Et donc, c'est le lieu où on parle de nos affaires, de nos origines, de notre ancestralité. C'est Lakou Sankofa. J'interviens aujourd'hui en tant que président de l'association Lakou Sankofa. Par ailleurs, dans la vie professionnelle, j'ai un cabinet d'ingénierie de projet. Alors justement, j'allais vous poser la question. Sur le côté touristique, c'est joli, on va en parler. Mais est-ce que justement des Martiniquais qui peuvent aller là-bas, en Afrique, peuvent trouver quelque chose qui les intéresse, se développer et puis est-ce que ce sont des choses encore possibles? Mais oui, je ne sais pas comment transmettre cet enthousiasme, mais bon, là, actuellement, je suivais sur les réseaux Serge Bilé, qui est originaire de Côte d'Ivoire et qui est le plus martiniquais des Ivoiriens, ou le plus ivoirien des Martiniquais, comme on veut. Et je crois qu'il est actuellement au pays. Oui, il a pris sa retraite, là, et là, il est au pays. Oui. Et il dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est la destination d'avenir. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a même une communauté de jeunes Martiniquais, de plus en plus nombreuses, en Côte d'Ivoire, et notamment à Abidjan, et qui ont des positions professionnelles tout à fait enviables. J'en connais et j'en découvre à chaque fois que j'y vais. Et il y a d'énormes opportunités. Ce serait bien que des médias du pays, de la Martinique, aillent vers ces personnes pour prendre leur témoignage direct. Parce que moi, je suis un peu un intermédiaire qui vend bien la destination. Voilà. Mais il y a déjà des frères et sœurs qui ont franchi le pas, pas par militantisme, juste par pragmatisme professionnel. Et encore récemment, chez le coiffeur, j'ai rencontré un jeune Martiniquais qui me demande de quelle origine je suis. Eh bien, il était en train de préparer un voyage pour aller en Côte d'Ivoire et il a l'intention de s'y installer. Et quelles sont les professions qui sont encore ouvertes à quelqu'un qui souhaite s'installer au pays, en Côte d'Ivoire? Toutes les professions. Toutes. Mais vraiment toutes. Puisque, comme on dit, à tort, il n'y a rien en Afrique. Par conséquent, il y a tout à y faire. Bon, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y a rien. Hein. Ça dépend de ce qu'on cherche. Bien sûr. Mais au point de vue des secteurs habituels, que ce soit, par exemple, l'agrotransformation, à chaque fois, je le dis, moi, je fréquente la Martinique depuis les années 90. Dans chaque famille martiniquaise, on a son astuce de liqueur, on a son astuce de ceci, de transformation des fruits, des légumes, etc., des chiquetailles. C'est encore trop rare sur le continent. Et je vois des glaciers, glace maison, glace coco, etc., qui
Imaginez simplement qu'un quartier d'Abidjan fait la population de la Martinique. Donc, si j'ai un tel talent que je peux... Et puis, aujourd'hui, la population, on le sait, la classe moyenne africaine a des capacités d'achat tout à fait conséquentes, comparables à celles de la classe moyenne de la France du temps des 30 glorieuses, c'est-à-dire celles qui achetaient les voyages, les frigos, les objets de consommation de masse. Donc, aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat qui est tout à fait à la hauteur sur le continent pour que ce soit l'artisanat, donc les glaces, la confiserie, le dernier voyage. Oui. On avait une sœur, je vais pas donner son nom, qui est artiste culinaire martiniquaise. C'était son premier voyage en Afrique. Donc, on a fait plein de marchés, etc. On a vu des gens, elle a vu les saveurs des restaurants, etc., les ingrédients. Et vers la fin du voyage, elle a proposé son propre menu à partir des ingrédients qu'elle a vus, parce que c'est quasiment la même ici. Et il y a des femmes africaines qui lui ont dit, mais toi, c'est pas normal, il faut pas que tu viennes ici. Tu vas nous arracher nos maris parce que tu fais tellement bien des choses que tu as à peine vues qu'on ne comprend pas comment tu peux les faire aussi bien. C'est un témoignage, on peut le vérifier, d'une jeune femme martiniquaise qui est artiste culinaire en Martinique. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne lui ai pas demandé la permission de le faire. Mais elle m'a dit, mais Popo, j'en reviens pas. Voilà. Donc, dans tous les métiers, en bâtiment, en électricité, puisque le marché du BTP de l'Afrique sera le premier marché mondial du BTP. Aujourd'hui, c'est un marché qui fait 500 millions de dollars par année. Sur les grands travaux, c'est-à-dire sur les projets à plus de 50 millions de dollars, on en trouve, enfin à plus de 10 millions de dollars, on en trouve pour 500 millions chaque année. Donc, il y a des routes, des ponts, il y a évidemment des bâtiments scolaires, professionnels, d'habitation, etc. Et l'électricité. Je suis parti, nous sommes allés dans un des voyages, il y avait des frères martiniquais qui sont dans l'électricité, ils ont vu des hôtels 3 étoiles, les installations électriques, ils ont dit, mais il y a beaucoup à faire, il y a assez, parce qu'il y a tout à faire. Il n'y a pas de... Alors, après, c'est en fonction des préoccupations de chacun, mais il y a vraiment... la barrière financière est plus basse. C'est-à-dire que pour investir dans un projet en Afrique, j'aurais besoin de beaucoup moins d'argent que n'importe où ailleurs dans le monde. D'accord. Après, ça dépend de quel endroit, parce qu'Abidjan est plus cher que la Martinique. Je l'ai observé encore récemment. À Abidjan, la vie courante est presque aussi chère, voire plus chère que celle de Fort-de-France. Donc, ça dépend des endroits, mais c'est 30 millions de kilomètres carrés. On trouve forcément un endroit où on a à exprimer son talent et avec de bonnes perspectives. Et est-ce que le gouvernement voit d'un œil intéressant qu'on puisse venir s'installer là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de visa? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de contraintes pour empêcher justement que trop de monde vienne? Alors, aujourd'hui où on parle, il y a un problème de visa. Il faut faire des formalités, etc. Mais nous, on a fait un voyage avec Dame Ileko, maître Germanie, au Bénin, où on a posé la question aux autorités béninoises directement, au ministre, à la présidence. On a dit, mais attendez, si nous sommes des afro-descendants, comme on veut bien le reconnaître, c'est que nous sommes des Africains, ou bien originaires d'Afrique. Comment, pour venir dans notre propre pays, on doit demander un visa? Et les autorités béninoises ont bien entendu cette doléance, et nous avons fait un voyage au Bénin où le ministère, les autorités du Bénin nous ont fait laisser passer. Ils nous ont demandé la liste des personnes qui voyageaient. Il y avait une quarantaine quand même. Oui. Et ils ont établi un laissez-passer. Quand on est arrivé à la douane, à l'aéroport de Cotonou, on a présenté le laissez-passer pour une liste de plusieurs dizaines de Martiniquais. On n'a pas eu besoin de présenter le visa. Donc oui, aujourd'hui, en l'état actuel des circonstances, il faut présenter... Oui. C'est l'expression. Mais c'est à nous d'exiger, parce que nous sommes légitimes pour l'exiger, d'exiger un passeport panafricain qui nous permette, je parle de nous, je suis double jeu, qui nous permet d'aller où nous voulons sur le continent, parce que lorsque nos ancêtres en partaient, il n'y avait pas de Côte d'Ivoire, ni de Bénin, ni de ceci. Donc, eux sont partis en tant qu'Africains, nous pouvons rentrer en tant qu'Africains, d'autant que le passeport panafricain est d'actualité. Il a été examiné, c'est un projet qui est examiné par l'Union africaine et dont on parle, sauf qu'on en parle uniquement pour la liberté de circulation des continentaux sur le continent et non pas pour l'étendre
à la diaspora africaine caribéenne. Donc c'est à elle de l'exiger. Par exemple, on sait que Haïti est membre plénipotentiaire de l'Union africaine. Donc on peut comprendre qu'un citoyen martiniquais veuille être et demande et obtienne un passeport panafricain au lieu de prendre un passeport pour les 50 États lorsqu'il veut les 54 États. Non, un seul passeport pour n'importe quel afro-descendant afin qu'il aille où il veut, quand il veut et qu'il s'installe. Ça, nous devons formuler de telles demandes, faire des plaidoyers. On a toutes les personnalités possibles et imaginables pour porter de tels plaidoyers et à mon avis, ça passera. Puisqu'il y a des pays comme le Ghana, par exemple, qui sont très sensibles et qui ont entrepris des initiatives dans ce sens. Et il y a d'autres qui sont encore trop loin de comprendre ces préoccupations. Mais c'est à nous qui les portons, de les porter devant ceux qui doivent les entendre. Donc voilà, c'est ça. Il y a encore des tracasseries de visa, mais un Martiniquais qui arrive en Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, il prend quelques minutes pour s'acclimater. Donc, une fois passé les tracasseries administratives, il rentre, il ne perd pas de temps pour vraiment trouver ses marques et avancer. Alors, c'est vrai que c'est pas... Il faut qu'on parle du voyage, mais un dernier mot, peut-être je fais une digression un petit peu, c'est le franc CFA. Ça en est où? Parce que beaucoup de personnes disent que ça va être aboli. Finalement, c'est maintenu. Oui, mais c'est un subterfuge qui n'a plus d'avenir. Avant, on pouvait être assassiné du seul fait d'écrire un ouvrage sur le franc CFA. C'est arrivé à Joseph Tidjane-Pouémy, qui est mort dans des conditions non encore élucidées. C'est le premier Africain à avoir écrit un ouvrage, Monnaie, servitude et liberté, parlant du CFA. La répression monétaire de l'Afrique par la France en substance. C'est fini. Depuis que tout le monde en parle, que c'est versé dans le débat public et que partout on en parle, c'est fini. C'est une arnaque qui est inventée et donc qui n'a plus d'avenir. Bon, après, les gens cherchent des plans B, C, D, etc. Mais il y a une nouvelle génération d'hommes politiques africains qui va arriver aux affaires dans les 10, 15 prochaines années. Et ça, ce sera des choses... c'est fini. On ne peut plus construire des relations entre l'Afrique et la France sur la base de ces affaires-là. C'est fini. Ça, c'est des fichés. Voilà, c'est fini. Voilà. Moi, je fais plus. J'en ai fait. J'ai fait même en Martinique des conférences sur la nocivité du CFA. Ça ne me paraît plus nécessaire. La question qui se pose, pour ceux qui critiquent ce franc CFA, quelle est l'alternative économique? Et on pourrait parler beaucoup là-dessus. Il se trouve que j'ai fait un peu d'économie. J'ai même écrit un ouvrage pour faire des propositions dans ce sens. Et malheureusement, je dois le dire, je ne vois pas de proposition à la hauteur de l'enjeu. Mais ça a été créé pourquoi, ça, le franc CFA, au départ, à l'origine? Mais parce que, la monnaie, pour ceux qui ont fait sciences économiques, la monnaie, c'est le véhicule de la valeur. La monnaie, c'est comme le sang dans le système économique. La monnaie transporte la valeur. Donc, si je dirige la monnaie, je peux diriger la valeur. Je peux faire que Emmanuel est plus et Popo est moins par rapport à Emmanuel. Je peux diriger l'argent où je veux. Mais on regarde l'économie mondiale. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'économie mondiale. La masse monétaire est deux fois supérieure au volume, enfin à la valeur des transactions de biens et services. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de difficultés à trouver de l'argent. Oui. Mais on sait qui? C'est la majorité des personnes. Mais il y a il y a quelques familles qui, elles, n'ont que ça. Non qu'en tout et pour toute richesse, l'argent, est-ce que ça leur apporte? Donc le CFA a été construit pour véhiculer la valeur des économies africaines vers ceux qui ont fabriqué ce CFA. Vers la France. Voilà. Donc, c'est facile de suivre la trace des ressources naturelles, etc., des richesses économiques africaines, en suivant la trace des transactions en CFA. D'accord. C'est une monnaie qui n'est convertible nulle part dans la galaxie, même pas en France. Si vous venez en France avec des CFA, que vous allez dans une agence de la Banque de France, vous aurez beaucoup de difficultés à les convertir. Alors que dans les accords du CFA, il est bien indiqué libre convertibilité. Ouais. Donc non, c'est une monnaie de singe. Et tant qu'on ne le savait pas, ou bien tant que la répression était suffisamment dissuasive, ça pouvait rester un secret efficace. Aujourd'hui, c'est éventé et ça va se terminer dans les quelques années, ça c'est sûr et certain. Et avant, c'était l'or,
la valeur sur laquelle on calculait la monnaie dans le monde? Oui, c'est Richard Nixon, le président des États-Unis, qui en 1971, sauf erreur, en août 71, a rompu la convertibilité hors dollar. À partir de cet instant, je peux émettre autant de billets verts que je veux sans aucune contrepartie matérielle, a fortiori or. Donc évidemment, ça a encouragé, on dit des dérives, mais non, c'était fait à dessein, donc ce ne sont pas des dérives. Donc on a aujourd'hui, les principales monnaies des transactions internationales sont des monnaies de singe. C'est bien connu, voici pourquoi aujourd'hui, les dispositions prises par la Russie, la Chine, etc., vont totalement changer le système monétaire international pour les toutes prochaines années. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut plus acheter un bien immobilier que d'avoir de l'argent en banque? Parce que cet argent, le papier, est-ce que le papier a encore de la valeur aujourd'hui? S'il y a une déflation, s'il y a quelque chose de ce genre, est-ce qu'on ne risque pas de perdre tout? Alors que si vous avez un bien immobilier, vous le conservez. Conserver sa fortune en monnaie, c'est très, très, très risqué. Ainsi, les dispositions bancaires sont prises pour que, à tout moment, le système bancaire puisse confisquer les avoirs des agents. Donc, je mettais mon argent dans le système pour le protéger des voleurs. Aujourd'hui, je confie mon argent à celui le plus susceptible de me le confisquer. Voilà, c'est ça. Donc, oui, je ne vais pas donner des conseils à l'emporte-pièce ici. Oui, bien sûr. Mais chacun comprend que ce n'est pas un instrument de refuge de la valeur, c'est un instrument au contraire de disqualification de la valeur. Et aujourd'hui, Monsieur Kla, on ne doit pas, enfin, français, dans les pays français, on ne peut pas payer plus de 300 € en espèces. Donc, tout est fliqué, Donc, vous êtes obligé de mettre de l'argent à la banque pour pouvoir vivre en réalité. Donc, toutes vos économies sont là-bas. Et voilà, on a... C'est une vraie difficulté, mais ce sont peut-être les signes d'un système qui va vers son effondrement, inéluctable aussi. Parce que, voilà, il y a des... pour parler comme les marxistes, il y a des contradictions internes qui sont indépassables et qui signent l'arrêt pur et simple du système. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet écho-là. On va s'arrêter là. On va parler du... C'est un sujet très passionnant et on pourrait... Oui. On va parler du tout. Chihuahua. Voilà, donc le Chihuahua-tout. Ouais, le Chihuahua-tout, c'est... nous mène cette année au Cameroun. C'est aussi une autre offre de destination avec des partenaires qui, eux, ont plus d'acquaintance avec l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, alors que nous avions plus de réseaux en Afrique de l'Ouest. D'accord. Donc il s'agit d'élargir le spectre. Et donc l'un des principaux pays d'Afrique centrale, c'est bien le Cameroun. Évidemment, il y a la République démocratique du Congo, mais un peu plus loin, donc à l'Est, ça c'est l'Afrique centrale, mais à l'Est, donc de l'autre côté de la frontière de la République démocratique du Congo, il y a Rwanda, Kenya, Ouganda, etc. Ce sont des pays particulièrement dynamiques au point de vue socio-économique. Et le partenariat qu'on est en train de mettre en place avec la société Chihuahua nous permettra d'offrir d'autres destinations que celles plus habituelles pour le public martiniquais, c'est-à-dire Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Et dans les pays que vous avez parlé, le Rwanda, certains pays que vous avez mentionnés là, il y avait une instabilité politique. Est-ce que tout ça, c'est calme aujourd'hui? Est-ce qu'on peut voyager sans risque? Alors, il faut faire attention avec ce qu'on appelle l'instabilité politique. Parfois, c'est une instabilité qui est provoquée pour dissuader nous autres d'aller ou de rester là où elle est provoquée. Mais ceux qui la provoquent, pour rien au monde, ne quitteraient les lieux où ils parlent d'instabilité. Le Kivu, c'est le creuset du coltan dans le monde. C'est une région de la RDC, République démocratique du Congo, où il y a une guerre dite de basse tension qui sévit depuis de très longues années. Il y a plus de 10 millions de morts, de victimes, directes et indirectes. Et pourtant, le coltan continue de couler depuis le Kivu et le diamant, puisque la région diamantifère n'est pas loin, etc. Et
Les plus grosses multinationales sont fermement positionnées dans ces lieux et n'en bougent pas. Depuis tant d'années que le sang des nôtres coule là-bas. D'accord. Donc, il faut faire attention à la question des instabilités. Première chose. Deuxième chose, du point de vue de l'Africain caribéen, le continent, c'est 54 États, mais pour lui, c'est un seul continent. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a deux pays où on parle d'instabilité politique que je vais me détourner des 40 et quelques autres. Ouais. Donc, il y a aussi ça. Il y a le fait que nous avons une diversité de choix lorsque nous voulons aller à la rencontre de l'Afrique, et nous devons surtout veiller à ne pas être découragés par certaines mauvaises nouvelles continuellement ressassées. Oui, il y a de l'instabilité politique dans certains pays africains. D'ailleurs, on reconnaît que depuis une grosse décennie, il y en a moins, de moins en moins. On parle plutôt d'Ebola, de machin, que de crise militaire, à proprement parler. Et le terrorisme au Mali, au Niger, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit très bien que... D'accord. Bon. Alors, pour revenir sur ce voyage, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va être fait? Et puis, ça va intéresser nos téléspectateurs, ce que ça va coûter. Oui, alors, la destination Cameroun a été assez difficile à faire parce que ce n'est pas exactement les mêmes tarifs qu'en Afrique de l'Ouest. Mais le contenu déjà. C'est un voyage sur lequel pour lequel on a mis l'accent sur la découverte des aspects spirituels du continent. Alors, je vais citer rapidement le flyer. On parle de rencontrer des grands initiés, participer à une veillée rituelique, organiser ou participer à des cérémonies du nom, voire à des cérémonies, à des rites de protection. On a mis cet accent parce qu'on veut qu'il n'y ait plus de complexe particulier à l'égard de nos pratiques ancestrales. Surtout que ces pratiques remontent, sont antérieures à la construction des pyramides. C'est-à-dire que les gens qui pratiquaient ces rites, etc., ce sont les mêmes qui ont construit les pyramides qu'on ne peut pas reconstruire aujourd'hui, avec toute la technologie dont voilà. Donc, quand je vais dans un restaurant asiatique, chinois pour ne pas dire, je peux trouver un Bouddha avec son orange, etc. Les Chinois, ils envoient des satellites où ils veulent. Ils organisent des Jeux Olympiques les plus technologiques qui aient jamais été, etc., etc. Donc, on voudrait démystifier cet aspect de notre culture pour que les gens puissent rejeter cet aspect s'ils le souhaitent, mais en bonne connaissance de cause, ou alors l'embrasser en bonne connaissance de cause, et que ce ne soit pas enrobé d'une mystique, magie noire, un certain nombre de voilà. Donc, quand vous parlez d'une veillée, vous parlez d'une veillée mortuaire? Non. On ira dans un bois sacré, accompagné des personnes qu'il faut, et on passera toute la nuit là à invoquer nos ancêtres. D'accord. C'est ça une veillée rituelique. C'est pas une veillée mortuaire, c'est une veillée rituelique. Invoquer nos ancêtres, que leur force nous accompagne dans nos projets, dans notre vie, etc., etc. Le faire avec des personnes. Je crois qu'il y a je ne vais pas raconter dans les détails, mais je crois qu'il y a des techniques de fumigation, il y a des techniques que les Martiniquais de ma génération connaissent. Les techniques avec les plantes, les bains de plantes. Voilà. D'accord. Donc, le voyage au Cameroun va mettre particulièrement l'accent sur cet aspect des choses. Il n'y aura pas que ça. Ceux qui viennent pour découvrir le pays d'une façon touristique très simple, ils auront toute leur place. Mais on voudrait mettre l'accent sur ça parce que ce sont des ressources particulièrement importantes pour nous autres. Nous avons besoin de trouver l'énergie au fond de nous-mêmes pour surmonter tous les défis qui nous sont infligés. Et pour moi, qui suis militant depuis une trentaine d'années maintenant, j'ai suffisamment compris qu'on ne peut plus être militant comme ça. Il faut trouver un chemin pour
puiser de l'énergie au fond de soi-même si on veut faire des choses sérieuses. Après, on peut s'agiter, ça ne change rien, mais on est content de s'agiter. Mais si on veut faire des choses sérieuses, il y a un moment ou un autre où, comme on dit à Abidjan, il faut aller au bois sacré, il faut rentrer dans le Canari. Quand vous avez parlé de la Chine, avec toutes les prouesses que la Chine fait, on disait avant, quand la Chine va s'éveiller. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut plus parler de l'Afrique quand l'Afrique va s'éveiller, parce que l'avenir, c'est l'Afrique. En fait, je crois, en disant ça, que je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, non, enfin, c'est flagrant, donc on peut pas, c'est pas discutable. Simplement, cet avenir qui est l'Afrique, il n'est pas décrit d'avance. C'est-à-dire, il peut prendre plusieurs formes. Il peut même devenir la locomotive de l'ultralibéralisme. Aujourd'hui, en Afrique, dans certains pays, je peux construire ce que je veux, comme je veux, où je veux. Donc, on a des maisons pensées comme ça. Et donc, ils mettent en danger la vie des habitants, des riverains, etc. Donc, cette liberté d'entreprendre, s'il n'y a pas un minimum d'encadrement, si elle n'est pas construite aussi avec des objectifs, des enjeux, des valeurs puisées dans notre ancestralité, elle va mimer ce que nous voyons partout. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est en train d'essayer de construire une tour qui serait l'une des plus hautes en Afrique. Bon, ok. C'est un palmarès qui ne m'intéresse pas à titre personnel, oui. mais même pas du tout. Parce que par ailleurs, nous avons des écoles... enfin bon, voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le contenu de l'avenir de l'Afrique n'est pas prédéfini. Il le sera par ceux qui prendront les initiatives dans cet avenir. Et j'espère vivement que les militants panafricanistes dont je me réclame auront leur mot à dire dans qu'est-ce que l'avenir de l'Afrique. Pour moi, l'avenir de l'Afrique, au point de vue, par exemple, diplomatique, c'est le raffermissement des relations avec l'arc entier. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de représentation diplomatique en Martinique, en Guadeloupe, etc., de ces 54 États. Non, c'est juste, voilà. Donc demain, le développement des relations de l'Afrique au monde devra avoir pour épicentre le renfermissement des relations de l'Afrique avec la diaspora africaine caribéenne. Yeah. Ça suppose un certain nombre d'initiatives qui ne sont pas du tout dans les agendas politiques que nous pouvons voir ici ou là. Voici pourquoi, vraiment, on ne peut pas se contenter de dire « Ah oui, demain l'Afrique sera à la tête ». Elle sera à la tête de quoi? Il faut construire. Voilà. Très bien. Alors, on revient au Cameroun. Donc, vous avez parlé donc, de cette veillée, vous avez parlé de ce qui va se faire. On va découvrir évidemment j'ai envie de dire, le côté culinaire de Cameroun. La cuisine camerounaise, moi qui suis ivoirien et plutôt chauvin, d'origine ivoirienne et plutôt chauvin, chaque fois que j'en ai parlé, on m'a dit non, faut pas, c'est pas challengeable. La cuisine camerounaise est probablement l'une des plus diversifiées et créatives du continent. Et d'ailleurs, les Camerounais sont fiers de dire que leur pays, c'est l'Afrique en miniature. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu de toute l'Afrique dans leur pays, dans leur cuisine, dans leurs mœurs, dans leur... Et voilà, ça m'a été rapporté maintes et maintes fois que la cuisine camerounaise, c'est un must. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement du coût de ce voyage? Parce que oui. Le temps pour cette émission-là est terminé, me fait savoir Manuela. Oui, alors ce voyage, c'est 10 nuitées à 4 490 €, all inclusive. Et cette fois-ci, il faut faire attention, ce sont des chambres single. Habituellement, nous faisons des chambres doubles pour réduire les coûts. Mais sur le voyage, la destination Cameroun, ce sera des chambres single, c'est-à-dire donc le billet d'avion, la chambre single, la restauration sur place, les déplacements sur place, les animations sur place, tout est compris dans le prix de 4 490 €. Départ Martinique. Au départ de Martinique. Au départ de France, c'est 3
Enfin, Non, mais c'est pour que les gens comprennent bien. C'est 3 000 et quelques. D'ici, tout ce que vous avez dit, retour au pays. Ici en Retour, Martinique, oui. Départ pour 4 500 en Martinique euros, quoi. le 21 octobre, retour le 2 novembre pour voilà, une dizaine de nuitées dans des hôtels 3 étoiles et parmi et d'autres au moins même plus de 3 étoiles dans des beaux cadres. Et on fera 3 ou 4 étapes. On verra les 2 principales villes du Cameroun, le Yaoundé, Douala, mais on verra d'autres villes de moyenne taille et on rencontrera surtout les populations, notamment en zone rurale. Bien. Monsieur Kla, merci beaucoup pour ces explications. C'est vrai qu'on a fait digression. J'ai fait digression au départ. On a moins parlé d'autres choses. Ça fait partie de ça. Ça fait partie du voyage. Et c'était avec grand plaisir que j'ai pu échanger. Voilà. Peut-être un petit mot. Monsieur Kalala, ça vous dit quelque chose? Évidemment, évidemment. Et l'un des derniers voyages en Afrique de Nusiré Kalala avant son départ, c'était justement au Cameroun où il a été reçu avec tous les honneurs qu'il méritait, effectivement. Très bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Kla. Avec grand plaisir. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous. Nous allons reparler de ce voyage et si ça vous intéresse, vous allez pouvoir appeler à Zouk Télévision pour plus de détails. Merci. Passez une excellente journée sur Zouk TV. Bye bye.